De la troisième présentation de cette première partie de la table ronde du matin. Et on était déjà dans une région très exotique avec Dun-sur-Auron et Neufchâteau. On va se déplacer à nouveau et on va passer maintenant à l'époque de l'Algérie française dans une institution qui s'appelle l'hôpital de Blida et que Paul Marquis, dont Paul Marquis est devenu le spécialiste. Il en a fait l'objet de sa thèse et il est maintenant post-doctorant. Il travaille sur l'histoire de la folie et de la psychiatrie en Afrique du Nord. Et donc il va nous parler du statut, de la formation et du rôle de l'infirmier psychiatrique dans cet hôpital de Blida entre les années 30 et les années 60. Paul Marquis. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être venus en nombre pour écouter de l'histoire ce matin. Moi, je vais renouveler aussi les remerciements à Hervé d'avoir joué le rôle d'intermédiaire auprès du Rouvray, et puis aux organisatrices et organisateurs de l'événement pour leur invitation, et particulièrement aussi à Astrid Descourtieux pour les échanges nombreux par mail et d'avoir très bien encadré. Donc, je voudrais ouvrir mon intervention par les propos d'un psychiatre, qui est le docteur Vallet, donc qui est un docteur qui exerce au sein de l'hôpital psychiatrique de Blida pendant plusieurs années, dans les années 30, et qui décrit donc en 1934 l'activité quotidienne du personnel soignant féminin de l'hôpital psychiatrique de Blida, et voilà les termes qu'il utilise. Donc, dans un service d'aliénés, il ne s'agit pas de faire des effets de voile ou de croix rouge. Rien à faire de sensationnel qui vous mette en évidence, mais à pourvoir à tout, au prévu et à l'imprévisible, voir si toutes les malades mangent, si elles font leurs besoins et comment, si elles ont leurs règles et si elles ont des poux, si elles ne cachent pas des instruments ou des objets pouvant servir d'armes dangereuses, si elles sont propres, etc. Donc, le docteur Vallet, à travers ses propos, souligne la faible reconnaissance d'un travail qui semble distinguer de celui des infirmières somaticiennes par son absence de technicité. Et qui limite donc aux soins d'hygiène et de propreté et à la surveillance des malades. Et donc, je vais enchaîner avec une deuxième citation, cette fois 20 ans plus tard, donc en janvier 1954, une citation, cette fois qui est extraite du journal intérieur de l'établissement, j'y reviendrai un peu plus tard dans l'intervention, et qui promeut une identité professionnelle bien différente de celle envisagée par le docteur Vallet, qui est cette fois centrée sur la fonction sociale des infirmiers et infirmières. Donc voilà ce que dit cette citation. Dans un monde de malades où chacun vit isolé dans sa particularité, l'infirmier doit essayer de devenir le canal par où les liens intersociaux se réunissent. Il ne s'agit pas de faire des gestes d'infirmier, il s'agit de vivre et d'être parmi les malades, de collaborer à leur société naissante, de les orienter sans les étouffer. Et dans la suite de la citation, l'infirmier est présenté comme l'auxiliaire du médecin psychiatre. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, entre-temps, entre ces deux citations, l'institution coloniale a engagé un mouvement de professionnalisation du personnel soignant, donc bien plus tôt que celui évoqué par Marie, et sur lequel je vais me concentrer dans ma présentation. Je vais me concentrer sur ce processus de professionnalisation. C'est un processus qui est appelé de leur vœu par les aliénistes à partir de la fin du XIXe siècle, et pas seulement en France, mais plus largement aussi en Europe, et qui passe par l'acquisition d'un statut et de compétences professionnelles spécifiques. Donc l'introduction de nouveaux types de traitements aussi, notamment à partir des années 20 et des années 30, accentue les enjeux autour de la professionnalisation du personnel dit secondaire. Mais comme l'a souligné Marie tout à l'heure, en fait c'est un processus qui est basé sur des enjeux qui sont contradictoires, c'est-à-dire que c'est aussi un processus qui est coûteux, et que de ce fait, les rythmes et les modes de professionnalisation voilà, demeurent largement dépendants des configurations économiques et sociales propres à chaque établissement. Et donc ce qui est intéressant, c'est que l'hôpital sur lequel j'ai travaillé dans le cadre de ma thèse, donc, qui est l'hôpital psychiatrique de Blida, alors à partir de maintenant, je vais utiliser HPB très régulièrement. Donc HPB, c'est l'acronyme de l'hôpital psychiatrique de Blida. Et donc cet hôpital, il s'inscrit dans un contexte qui est justement très particulier, puisque c'est un contexte colonial.
Alors, je vais dire quelques mots sur l'hôpital pour vous le resituer un petit peu justement dans son contexte. Donc, il est construit à une 50aine de kilomètres au sud-ouest d'Alger. Donc, vous voyez le carré rouge au milieu de la carte. Vous avez Alger sur la côte et Blida juste en dessous. Et donc, l'hôpital ouvre ses portes en 1933. Et ce qui est intéressant, c'est que jusqu'à la fin des années 50, donc quasiment jusqu'à l'indépendance de l'Algérie, c'est le seul établissement psychiatrique public de l'Algérie coloniale, qui est un territoire gigantesque, il y a 3 départements. Donc il est censé recevoir l'ensemble des malades de l'Algérie. Et donc il reçoit à la fois des hommes et des femmes, et également des Algériens et des Européens, ce qui lui donne aussi son intérêt de l'étudier. Donc je vais utiliser aussi Algériens et Européens, c'est des termes anachroniques. À l'époque, on parle plutôt de population indigène pour les populations colonisées. Mais donc j'utiliserai le terme d'Algérien pour éviter de reproduire le stigma de la colonisation. Et ce qui est intéressant, c'est que cette différenciation de genre et de race, on la retrouve aussi au niveau du personnel. C'est-à-dire que donc l'établissement emploie aussi du personnel européen et du personnel algérien, du personnel féminin et masculin, et qu'il y a aussi d'autres formes de distinction qui se rajoutent à ces 2 premières distinctions, à savoir des distinctions de statut, puisqu'on a une partie du personnel qui est titulaire et une partie du personnel qui est auxiliaire, et des distinctions hiérarchiques, puisque l'organisation du personnel au sein de l'établissement est très hiérarchisée, puisqu'on a des servants de salle, donc au niveau subalterne, puis des chefs de quartier, et enfin des surveillants. Et donc évidemment, cette différenciation au sein de la population du personnel produit un certain nombre d'enjeux sur ce processus de professionnalisation. Et donc la question que j'ai essayé de me poser à travers la communication que je vous présente maintenant, c'est la suivante. Donc, est-ce que ce processus de professionnalisation du personnel soignant de l'HPB prend une tournure spécifique dans le contexte colonial algérien? Ah oui, donc j'ai oublié de vous montrer cette petite photo voilà, de l'établissement. Donc ça, c'est le pavillon d'administration. Et donc, voilà le plan de la communication. Et l'autre question que j'essaie de me poser, c'est comment la transition affirmée du gardien d'asile vers l'auxiliaire du psychiatre, qu'on voyait à travers les 2 citations que je mentionnais tout à l'heure, se traduit aussi dans les pratiques et les conceptions professionnelles du personnel de soins. Et enfin, quelle est l'influence des différences de genre, des différences de race ou de statut sur la mise en œuvre du processus au quotidien. Donc, pour répondre à ce questionnement, j'ai aussi mobilisé des archives en bon historien. Alors, c'est des archives qui sont un peu différentes que celles que Marie évoquait tout à l'heure, parce que moi, pour le coup, je n'ai pas retrouvé de dossiers, notamment de dossiers individuels de carrière. C'est des documents auxquels je n'ai pas eu accès dans les archives. Mais donc j'ai mobilisé d'autres types d'archives qui sont notamment des textes réglementaires, des rapports médicaux, donc c'est des rapports annuels rédigés par les médecins sur le fonctionnement quotidien de l'établissement, ou encore des archives syndicales qui sont très riches, là pour le coup, sur ce processus de professionnalisation, puisqu'il y a plusieurs syndicats qui se relaient au sein de l'établissement et qui sont partie prenante du processus. Et donc voilà, je vais décliner ma communication en 2 temps. Donc un premier temps qui sera davantage d'un point de vue institutionnel sur ce processus-là, et puis dans un deuxième temps, j'irai voir du côté du quotidien pour essayer de vraiment m'intéresser à la façon dont ce processus se traduit dans les pratiques et les conceptions quotidiennes du travail de l'infirmier. Donc en ce qui concerne le recrutement, évidemment, la construction de l'établissement au début des années 30, il y a un fort enjeu d'embauche du personnel. Et dans un premier temps, l'administration de l'établissement s'emparait au plus urgent en recrutant, je cite un médecin d'hôpital, un personnel soignant sans préparation spéciale qu'il fallut former hâtivement. Et donc il y a en 1938 la promulgation d'un premier statut du personnel secondaire de l'hôpital, qui est censé aboutir à une politique d'embauche plus exigeante, donc en fixant des critères de recrutement plus exigeants. Donc le texte distingue pour les agents titulaires, ça ne concerne pas les agents auxiliaires, des modalités de 5 ordres. Donc il faut être français, il faut être en bonne santé, être âgé de moins de 35 ans au moment du recrutement, justifier de sa bonne moralité, j'y reviendrai plus tard, et de ses compétences scolaires.
Donc il faut savoir que ces critères de recrutement-là ne sont pas spécifiques à l'hôpital psychiatrique de Bida, ils s'appliquent plus largement dans la fonction publique algérienne et métropolitaine, mais qui trouvent malgré tout une adaptation particulière dans le contexte colonial. Et qu'ils évoluent aussi en fonction de la conjoncture économique et politique locale. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'en fait, on se rend compte en pratique que ces critères, ils sont ajustables et qu'ils évoluent aussi en fonction de la période. Donc, si notamment le critère de nationalité est indispensable et que le critère d'âge, en revanche, ou le critère d'alphabétisation, eux, ils sont fréquemment ajustés tout au long de la période et ils ne sont pas du tout appliqués aussi strictement que les textes l'impliquent. Et de la même manière, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, ces conditions ne s'appliquent pas non plus de la même manière selon les catégories d'agents. Et là, je vais prendre un exemple très concret, qui est celui de la bonne moralité. Au moment de leur embauche, les agents doivent présenter un certificat de bonne moralité qui est délivré notamment par la mairie de leur lieu de résidence. Et en fait, on se rend compte quand on étudie ce certificat, j'en ai retrouvé quelques-uns dans les archives, que les critères qui sont exigés par l'administration varient considérablement, notamment en fonction du genre. C'est-à-dire que pour les agents masculins, on va observer plus spécifiquement, on va scruter leur consommation d'alcool ou l'existence de comportements violents au sein du foyer ou dans leurs relations sociales. Et à l'inverse, pour les femmes, on va scruter davantage les attitudes vis-à-vis du sexe opposé. Donc là, j'ai retrouvé aussi des enquêtes de moralité assez poussées pour savoir si l'agente a une relation fidèle à son mari, etc. Donc on a des critères qui sont pas du tout les mêmes selon le genre des agents en question. Donc en dehors des critères de recrutement, la dynamique de professionnalisation passe aussi par l'amélioration des droits sociaux des agents. Donc là, je vais passer sur les différents statuts du personnel qui s'énumèrent tout au long de la période. Donc il y en a en 1938, puis de nouveau en 1944, puis en 1952, et qui offrent progressivement des garanties en termes de temps de travail, de salaire ou de conditions d'avancement. Et ce qui est intéressant, c'est que là encore, on se rend compte qu'au niveau local, on a une adaptation des statuts métropolitains en Algérie. Juste pour vous donner un exemple, donc les agents titulaires de l'HPB bénéficient du tiers colonial, donc qui est un supplément de salaire, un supplément de revenu de 33%, qui était à l'origine attribué pour attirer des agents métropolitains vers l'Algérie. Et donc c'est un ensemble de garanties qui sont censées rendre plus attractive une profession qui reste relativement mal considérée, qui suscite assez peu de vocations. Et ce qui est intéressant, en fait, encore une fois, c'est que cette évolution, elle n'est absolument pas linéaire et que ces acquis sociaux, ils restent très fragiles et qui sont confrontés, là encore, à des logiques d'économie dont Marie aussi parlait tout à l'heure et qui sont régulièrement remis en cause. C'est le cas notamment pendant la Deuxième Guerre mondiale où le temps de travail en 1940 est porté à 12 heures par jour au lieu des 8 heures du temps de paie. Pour des logiques, là encore une fois, d'économie, notamment parce qu'il y a toute une série du personnel masculin qui est mobilisé pendant le conflit. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que ces acquis sociaux ne concernent que le personnel titulaire. Là, pour le coup, le personnel auxiliaire travaille dans des conditions beaucoup plus précaires et qu'ils sont rémunérés à la journée, et donc les acquis dont bénéficient le personnel titulaire ne sont pas généralisés. Et donc c'est d'ailleurs un des motifs d'une grande grève qui a lieu au sein de l'établissement en avril-mai 51, donc qui mobilise l'établissement pendant 46 jours, donc c'est dire quand même l'importance de cette grève. Et parmi les enjeux de la grève, il y a la titularisation du personnel auxiliaire et l'alignement de la situation du personnel colonial sur celle des homologues métropolitains. Et donc, au terme de la grève, le personnel de l'HPB va réussir à obtenir l'application en Algérie d'une série de mesures qui étaient jusqu'à présent valables qu'en métropole. Alors juste pour terminer sur cette première partie, je vais évoquer la question de la formation du personnel. Et là, on retrouve des choses qu'a évoquées Marie tout à l'heure, et notamment la question de la durée, en fait, puisque donc, je ne vais pas revenir dans le détail sur l'ensemble des textes qui ont été notamment évoqués hier soir par Dominique Friard. Juste ce qu'il faut savoir, c'est que donc à l'échelle nationale, l'Algérie est un département français, donc appartient au territoire français.
Donc on a un décret, le 27 juin 1922, qui institue un brevet de capacité qui délivre le titre d'infirmière diplômée d'État. Et puis un arrêté du 26 mai 1930 qui adapte ce décret au cas spécifique des infirmiers psychiatriques. Mais les initiatives de formation relèvent toujours de l'échelon local, c'est-à-dire que d'un établissement à un autre, les conditions de formation vont varier considérablement. Et c'est le constat que dresse Georges de Maison au début des années 30, où il se rend compte qu'en fonction des établissements sur le territoire, vous avez des situations qui sont extrêmement différentes. Et dans le cas de l'hôpital psychiatrique de Bida, en fait, il faut attendre 20 ans pour que la mise en œuvre d'une école professionnelle apparaissent entre les murs de l'hôpital. En fait, les premiers projets, c'est au début des années 30, donc au moment de l'ouverture de l'établissement, et la formation ne va être mise en place qu'à la fin de l'année 53, donc 20 ans après les premiers projets. Et là encore, on retrouve ces questions et ces enjeux contradictoires entre, d'un côté, le coût de la mise en place d'une telle formation, et puis la volonté d'encadrer et de former ce personnel. Et ce qui est intéressant, en fait, c'est que la création de l'école, elle intervient dans un contexte très précis, qui est celui de la mise en œuvre de mesures sociales thérapeutiques, alors que vous connaissez peut-être sous un autre terme qui est la psychothérapie institutionnelle, et donc qui émerge donc, en métropole pendant la Seconde Guerre mondiale et puis au sortir de la guerre, et qui est introduite à l'hôpital psychiatrique de Bida, justement à la même période, à cette période du début des années 50, par un médecin qui s'appelle le Dr Franz Fanon, que vous connaissez peut-être aussi également parce qu'il a eu un rôle également notamment par ses engagements militants. Et donc il y a une concomitance en fait entre la création de cette formation et l'introduction des mesures sociales thérapeutiques à l'hôpital psychiatrique de Bida. Et d'ailleurs on retrouve au sein de la formation cette influence, puisque c'est une formation qui dure 2 ans, avec un ensemble de cours théoriques, donc d'anatomie, d'hygiène, et puis des stages pratiques qui sont là vraiment centrés sur ces mesures sociales thérapeutiques, donc avec des stages d'ergothérapie ou de psychothérapie collective. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que là, on retrouve des choses que j'ai déjà évoquées tout à l'heure, à savoir que en fait, cette formation, elle reste discriminante, notamment pour la population colonisée, puisque elle nécessite un certain nombre de compétences scolaires. En fait, les candidats, pour intégrer la formation, puis à la fin de chaque année, passent une série d'examens qui nécessitent nécessairement d'avoir des compétences déjà sur le plan scolaire. Et donc notamment, je constate par exemple, quand on regarde les pourcentages de réussite à la fin des examens, donc il n'y a aucune femme algérienne, elles sont déjà peu nombreuses au sein de l'établissement, mais il n'y a aucune femme algérienne qui intègre la formation et qui donc passe les examens à la fin de la première année. Et par ailleurs, ce qui est intéressant aussi, c'est que l'acquisition de ce statut d'infirmier, donc une fois que la formation a été réalisée au terme des 2 ans, ne garantit absolument pas de passer des caps hiérarchiques au sein de l'établissement. C'est-à-dire que donc, autant les femmes algériennes ne sont pas présentes, autant les hommes algériens, eux, sont présents dans les rangs de la formation. Pour autant, quand on regarde l'organigramme de l'hôpital à la fin des années 50, on se rend compte que sur les 27 postes à responsabilité de l'établissement, on a un seul Algérien qui occupe donc un poste de surveillant ou de chef de quartier. Donc on se rend bien compte que même si les Algériens les hommes algériens intègrent la formation, les débouchés en termes de responsabilité suivent pas nécessairement. Voilà, donc je vais être un peu plus rapide sur ma deuxième partie, donc là où je vais rentrer plus dans le quotidien et essayer de voir en quoi ce processus de professionnalisation se traduit aussi en termes de pratique et de représentation du métier. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que là, on retrouve en fait les inégalités dont j'ai parlé dans le processus, on les retrouve aussi dans le quotidien et notamment dans la répartition du travail et des tâches psychiatriques au quotidien. Donc, sur la période, nous avons au début des années 30 les 2 principaux attributs qu'on donne au personnel soignant, c'est donc le soin et la surveillance. Et tout au long de la période, on se rend compte que l'insistance sur les soins est de plus en plus forte et que les activités thérapeutiques sont censées occuper une place de plus en plus importante dans le travail infirmier. Mais dans les faits, en fait, on se rend compte que ces activités thérapeutiques sont confiées en fait à un petit groupe, à une forme d'élite
infirmière, pour reprendre les termes de l'historienne Marie-Claude Tifo, donc qui est le personnel qui est formé à partir des années 50, qui est considérée comme polyvalente et qui est majoritairement européenne, comme je disais tout à l'heure. Et donc à qui on confie les postes de responsabilité avec un rôle d'observation, un rôle d'intermédiaire entre les malades et puis les médecins, et puis une implication dans les traitements biologiques qui sont mis en œuvre au sein de l'établissement. Mais donc ce qu'il faut savoir, c'est que ces activités ne représentent qu'une petite partie des fonctions qui sont quotidiennement attribuées au personnel de soins. Et à côté de ça, on a un ensemble de tâches ménagères et hygiéniques qui continuent d'occuper une part non négligeable du travail journalier et qui sont, elles, attribuées aux agents subalternes qui constituent la majorité des effectifs et qui sont en bonne partie algériens. Et là, pour le coup, le soin et la surveillance se déclinent sur un autre mode, qui n'est pas celui qui concerne davantage cette élite infirmière dont je parlais tout à l'heure. Donc juste pour vous donner un exemple, donc là je vous lis les consignes intérieures du pavillon Dupré au début des années 40, qui engagent donc les servantes de salle à assister les infirmes, modérer les glutons et discipliner les malpropres. Et donc là on a un rôle de surveillance des malades qui vise à prévenir les suicides ou les évasions, les bagarres et les incidents. Et donc, je terminerai sur la deuxième sous-partie de la partie 2, tant pis, j'aurai pas le temps d'évoquer la troisième, peut-être qu'on aura l'occasion de le faire dans les questions. Ce qui est intéressant, c'est que en fait, le personnel de soins, donc sur l'ensemble de la période, occupe vraiment un positionnement intermédiaire, entre d'une part, donc ils sont maintenus sous l'autorité médicale des psychiatres, et ils sont en même temps dans une position d'autorité vis-à-vis des malades. Et donc d'ailleurs, le statut de 1938 que j'évoquais tout à l'heure mentionne une série d'interdictions qui tendent à limiter les abus potentiellement suscités par cette position de domination. Donc on a une série de sanctions qui sont prévues pour les états d'ivresse, les attentats à la pudeur, les mauvais traitements ou les punitions des malades. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que dans les archives, on voit qu'il y a une forme d'embarras, notamment sur la distinction entre actes de maîtrise et mauvais traitement sur l'ensemble de la période. Et donc là, notamment, je vais évoquer une affaire que je vais appeler l'affaire Marcel P, du nom du malade que j'ai anonymisé, donc qui éclate à l'hôpital psychiatrique de Blida en juillet 1946. Et donc c'est un incident qu'oppose un malade à plusieurs infirmiers. Et donc le patient dépose une plainte pour coups et blessures volontaires. Et donc il y a une enquête qui est menée par le sous-préfet de Blida. Et donc à l'issue de cette investigation, le fonctionnaire élabore les conclusions suivantes. Il paraît certain qu'en raison de la musculature de P et de ses réactions, l'opération de maîtrise a été menée avec brutalité. Mais il m'est impossible d'affirmer qu'il a été maltraité sans motif, tout semble démontrer le contraire. Donc l'épisode permet aux psychiatres de marquer leur refus d'assimiler des mouvements de force et des actes de maîtrise avec des mauvais traitements. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'épisode souligne malgré tout l'embarras de l'institution vis-à-vis de ce type de pratique. Et en fait, on se rend compte aussi, quand on étudie la plainte, que la parole du patient est complètement délégitimée. Et en fait, quand on regarde dans les dossiers, on retrouve régulièrement des patients qui se plaignent de mauvais traitements de la part du personnel infirmier. Et en fait, systématiquement, ces paroles sont renvoyées à leur maladie. En fait, régulièrement, dans les dossiers, on se rend compte qu'on attribue ces plaintes à leur maladie et non pas à des actes qui auraient pu être commis par le personnel infirmier. Voilà, je vais m'arrêter là, juste donner quelques petits mots de conclusion. Donc en fait, entre l'admission des premiers malades en 1933 et la fin de la guerre d'indépendance en 1962, donc le personnel secondaire de l'hôpital psychiatrique de Blida est traversé par trois dynamiques concomitantes dont j'ai parlé dans la communication. Donc à savoir un ajustement de la politique de recrutement, un renouvellement successif des statuts du personnel et la mise en œuvre d'une formation professionnelle. Et donc, évidemment, ces trois dynamiques sont étroitement corrélées et ce sont des mécanismes qui agissent comme les trois faces d'un même processus de professionnalisation. Et c'est un processus qui est calqué à la fois sur le référentiel de la métropole et sur celui
de l'hôpital public et qui se décline dans le contexte colonial avec des rythmes et des modalités un peu spécifiques. Et ce qui est intéressant, c'est que, et ce que j'ai essayé de montrer dans la communication, c'est que cette dynamique, elle est loin de profiter équitablement à tous les agents de l'institution coloniale. Et donc autour d'une élite infirmière titulaire et donc presque exclusivement européenne, continue de graviter un prolétariat soignant, qui est lui majoritairement algérien, temporaire, et qui est toujours assigné aux fonctions domestiques et de surveillance des malades. Et donc, à l'hôpital de Blida, comme dans d'autres secteurs professionnels de l'Algérie coloniale, à l'instar des PTT qui a été étudié par une autre historienne qui s'appelle Annick Lacroix, dont je reprends ici les propos, la situation coloniale génère des discriminations à l'égard des employés dits indigènes, sans d'ailleurs que celle-ci n'épuise tout l'éventail des hiérarchies et des inégalités qui traversent le personnel, parce qu'on a vu aussi qu'en termes de genre, il y avait des logiques qui se nouaient différemment au sein de l'établissement. Voilà, je vous remercie de votre attention.